Les yeux qui me regardaient étaient les miennes. Je n'arrive pas à croire que je t'ai réellement trouvé, la mère biologique trouve son fils sur Facebook après 33 ans. J'avais 14 ans, enceinte et totalement incrédule. Dans ma naïveté, j'ai pensé que je pouvais faire sortir la grossesse de mon corps. Peut-être que si je ne reconnaissais pas mon absence de cycle menstruel pendant 2 mois, ce ne serait pas réel. Je suis trop jeune pour avoir un bébé, me dis-je. Pourquoi n'avais-je pas dit à ma mère de me mettre sous contrôle des naissances? Que allaient dire les gens? Je n'avais aucune idée d'être enceinte. Les premiers symptômes, que je ne connais que trop bien maintenant, m'étaient complètement étrangers. Mon corps changeait, mais je me détachais de sa réalité. J'ai vécu comme si rien n'avait changé. Un voyage en Californie avec ma mère, des exercices d'entraînement en équipe avant et après l'école, et jouer au softball n'étaient que quelques-unes des choses que j'ai faites au cours de mon premier trimestre. J'ai fait comme si ma vie ne changeait pas pour toujours. J'ai repoussé l'idée d'être enceinte de mon esprit, mais je savais que le résultat était inévitable. Quand j'avais environ 3 mois, j'ai finalement dit à mon petit ami, Sydney. Nous étions ensemble depuis l'âge de 12 et 13 ans, et il m'a rapidement réconfortée. Nous avons demandé si le bébé serait un garçon ou une fille, à qui ressemblerait le bébé et comment nous lui donnerions un nom. Je veux que le nom soit Sydney Jamal, ou peut-être Jamal Donnell, si c'est un garçon, disait Sydney. J'ai adoré le nom Elia pour un garçon. Même si, dans notre immaturité, nous étions excités à l'idée d'avoir un bébé, nous avions peur et nous inquiétions du contre-coup que nous aurions en disant à nos parents. Alors, on a tardé à leur dire parce qu'il était plus facile de ne pas y penser. Au début, nous gardions le secret entre nous, mais une fois que j'ai commencé à montrer, c'est devenu plus difficile à dissimuler. Je portais des vêtements amples ou la veste Letterman oversize de Sydney. J'ai placé mes pompons sur mon ventre lors de l'entraînement de l'équipe d'exercice et je me suis assis avec un oreiller sur mes genoux à la maison. Les enfants de notre âge ont fini par parler. Ils soupçonnaient avant tout le monde. Je ne sais pas si c'était parce qu'ils pouvaient voir ma petite bosse ou parce que Sydney et moi avions fait allusion à la grossesse à nos amis les plus proches. Ils nous surveillaient attentivement à l'école. Le moulin à rumeurs du lycée battait son plein, et bientôt, les professeurs en ont eu vent. Personne n'a posé de questions cependant. C'était tabou pour plus de raisons qu'une simple grossesse chez les adolescentes. Notre histoire a toujours fait l'objet de commérages et de jugements. Nous étions le seul couple interracial qui était entièrement public et à la vue de tout le monde. Nous n'avons pas caché notre relation comme tant d'autres couples où le garçon était noir et la fille était blanche, même si c'était latente au Texas à la fin des années 80. Nous étions amoureux et déterminés à rester ensemble. Nous avons enduré tout ce qui nous a été envoyé. Ce serait juste une autre chose à surmonter. Ou alors, nous avons pensé. Sydney était un athlète vedette et une personne charismatique, belle, amicale et populaire. Sa confiance rayonnait dans tout ce qu'il faisait. Ses amis et ses coéquipiers de football l'admiraient. Ses entraîneurs et professeurs l'adoraient. C'était un enfant en or. Pourchassé par des filles de partout, mais étiqueté comme ce joueur de football noir avec la petite amie blanche. Il savourait l'attention. Accueillit les préjugés d'une manière provocante. Il était la voix de notre relation, et j'étais la plus silencieuse. Un introverti et un ancien, gros gosse, on m'a dit que j'étais belle, mais je ne pouvais pas le voir. Je me suis vite mis à l'arrière-plan pour ne pas être le centre de l'attention. Sydney aimait ça, je pense. Il m'a mis sur un piédestal. J'étais son bien précieux. Quelque chose dont il était fier et dont il s'occupait. Sa copine. Son meilleur ami. Une fois que nous avons eu le courage de parler du bébé à ses parents et à ma mère, ils ont tout convenu, l'adoption était la décision. Ils étaient blessés et déçus, mais nous étions soulagés d'avoir enfin tout sorti. Donner notre bébé à l'adoption semblait être la bonne chose à faire. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était pour le mieux. Ça devait l'être, n'est-ce pas? L'agence d'adoption par laquelle nous sommes passés était la seule qui pouvait aider quelqu'un, avec un bébé biracial. Ils ont offert une maison où rester pendant la grossesse, ce qui a aidé à prendre des rendez-vous chez le médecin, à rester à l'école à temps plein et à fournir un programme de conseils chrétiens et une famille d'église. Bien qu'il soit accueillant, c'était gênant et solitaire.
Laisser Sydney derrière était déchirant. J'avais l'habitude de le voir presque tous les jours, et maintenant nous n'avions plus que de brefs appels téléphoniques et des lettres. J'étais attendue fin mars. C'était dans 4 mois. J'étais à 4 heures de chez moi, et les jours s'éternisaient. Ma mère m'a rendu visite quelques week-ends, mais le courrier est devenu mon point d'attente tous les jours. Des lettres et des cartes de ma mère, de ma grand-mère et de Sydney ont été lues et relues. J'ai découvert que le bébé était un garçon. Le fils dont nous avons parlé avant de le connaître réellement. J'ai traversé le travail avec l'assistante sociale de l'agence d'adoption me tenant la main et me disant de pousser. Personne de chez moi n'a pu être là avec moi. J'étais seule pendant ce moment monumental. Ma mère arrivait, mais n'arrivait pas à temps. Sydney n'a pas pu venir. Ses parents ne le permettraient pas. Ils pensaient que ce serait pour le mieux. J'avais l'impression de regarder quelqu'un d'autre passer par là. C'était surréaliste. Je parlais à peine, et j'ai suivi les instructions qui m'étaient données comme un robot. J'ai expiré quand ils me l'ont dit. J'ai poussé quand ils me l'ont dit. J'avais peur, mais, comme c'était ma façon de faire face aux expériences traumatisantes, je flottais mentalement à travers cela. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais juste traverser la partie difficile alors tout irait bien. Continuez juste. Presque là. À 12h54 le 29 mars, mon fils est venu au monde. J'ai choisi de le voir après l'accouchement malgré les gens qui m'ont dit que cela pourrait rendre la décision plus difficile. Ils ont dit que le voir serait traumatisant. J'avais pourtant besoin de le voir. Je ne pouvais pas imaginer l'idée de partir sans le tenir au moins une fois. Quand ils ont mis mon bébé de plus de 9 livres dans mes bras, je me suis sentie étonnamment calme. J'ai étudié son petit visage de chérubin. J'ai enlevé le petit bonnet que la maternité lui avait mis et j'ai senti sa tignasse de cheveux brun clair bouclés. J'ouvris sa couverture et touchai ses orteils. Je fis courir mon doigt le long de sa petite cuisse jusqu'à son genou. Il avait mes yeux et les lèvres de son père. Il avait le teint bronzé et avait un nez carlin, comme la plupart des bébés biraciaux que j'avais vus. Il avait le contour de sourcils épais et ses cils recourbés sous ses yeux fermés et remontaient sur ses paupières. Il avait mes cils. Mon beau petit garçon. Il était parfait, mais il n'était pas censé être le mien. Je me suis dit qu'il aurait une vie meilleure avec ses parents adoptifs, et quand l'infirmière est venue le chercher chez moi, j'ai prié pour qu'il le fasse. Je n'ai pas pleuré quand ils l'ont emmené. Je me souviens avoir eu honte comme si je n'avais pas le droit de pleurer. J'abandonnais mon bébé. Je ne pouvais pas mériter de la sympathie, n'est-ce pas ? Une mère adolescente était censée être jugée, ou du moins c'est ce que je ressentais, et cela empêchait l'émotion de m'envahir. Cet après-midi-là, ils m'ont emmené à la voiture de l'assistante sociale en adoption. J'avais l'impression que tous ceux que nous croisions savaient que je n'avais pas gardé mon bébé. Je me sentais visible et honteux. J'ai regardé droit devant moi et j'ai évité le contact visuel. J'ai fait tout le chemin jusqu'à la voiture sans montrer d'émotion, mais quand je me suis attachée, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. En regardant par la fenêtre alors que nous partions, des larmes coulaient sur mon visage. Ma vision était floue, mais j'ai regardé l'hôpital jusqu'à ce qu'il ne soit plus en vue. « Arrête de pleurer, Shelley », me suis-je dit. Il aura une vie meilleure. Il le devait. Au cours des décennies suivantes, je célébrais chaque année en silence l'anniversaire de mon fils. Bien que je pensais constamment à lui, il dominait mes pensées chaque 29 mars. J'ai toujours imaginé qu'il avait la même carrure trapue et musclée que son père. Je l'ai vu avoir mes yeux et le sourire de son père. Je me demandais s'il était heureux. Je me demandais aussi s'il aurait favorisé ses sœurs. Au cours de mes 20 ans, je me suis mariée, j'ai eu 3 filles et j'ai divorcé. Ma fille aînée est née 5 ans après mon fils. J'étais jeune, mais en tant qu'adulte, les circonstances étaient différentes. J'ai vécu en tant que mère de 3 filles. J'étais essentiellement une mère célibataire, et les gens s'extasient toujours sur la beauté et le bon comportement de mes filles. Ils m'ont tenue occupée et en déplacement. Ils étaient le centre de mon existence. J'ai plongé tête la première dans la maternité. Avec toutes les activités de mes filles, j'avais à peine le temps de respirer et encore moins de mentionner mon fils quand les gens me demandaient « Avez-vous des enfants ?»
Ma réponse était toujours « j'ai 3 filles », pas que je n'avais que 3 enfants. Cette question était presque toujours suivie d'un « donc pas de garçon, hein ?» Et je disais simplement « je suppose que Dieu n'a pas jugé bon que j'élève un garçon ». Mon fils a toujours eu une place dans mon cœur et dans mon esprit, mais très peu de gens étaient au courant de l'adoption. Je l'ai gardé pour moi, en dehors de quelques-uns de mes amis personnels très proches. J'en ai parlé à mes filles quand elles étaient assez grandes pour comprendre l'adoption. Ils ont posé quelques questions, mais je pense qu'ils savaient que c'était un sujet sensible pour moi, alors ils n'en ont pas posé souvent. Je n'avais toujours pas beaucoup de réponses. L'adoption était fermée, je n'avais donc aucune information réelle sur ses parents adoptifs, à part qu'ils étaient de race blanche. Je savais que mon fils avait mis du temps à être adopté, et pendant ses 4 mois en famille d'accueil, ils l'ont appelé Eric. On ne m'a pas dit quel était son nom après l'adoption. On m'a seulement dit que le père adoptif était dans l'armée et que la mère travaillait pour les écoles. C'est la dernière mise à jour que j'ai reçue. J'ai souvent pensé qu'il me trouverait dans la trentaine. Pour une raison quelconque, j'ai toujours pensé à la trentaine d'un homme comme au moment où il commence à valoriser la vie et la famille. Je sentais qu'une fois qu'il aurait mûri, il commencerait à remettre en question ses racines. J'espérais qu'il commencerait à chercher. J'ai prié pour qu'il veuille me trouver. L'âge de 33 ans me vient toujours à l'esprit. Cela m'est resté dans la tête comme un marqueur invisible, et après son 30e anniversaire, j'ai consulté des sites web de réunions d'adoption et j'ai rejoint les pages Facebook d'adoption. J'ai créé un profil sur un site qui vous a mis en relation avec quelqu'un qui correspond aux critères que vous avez définis. Il n'y a pas eu de correspondance. Le 17 mars 2021, je savais que son anniversaire approchait à grands pas, alors je me suis reconnectée au site web. J'ai mis dans les critères de recherche. J'ai appuyé sur la recherche, et voilà, une correspondance à 81% est apparue. Mâle né le 29 mars 1988 à Dallas, Texas, adopté à 4 mois, yeux marrons, cheveux châtains, ethnie inconnue. Ok, Shelley, me suis-je dit, ne t'excite pas trop. Les yeux et les cheveux bruns pouvaient être n'importe quel bébé, mais, d'origine ethnique inconnue, était ce qui retenait mon attention. Un enfant mixte qui a été adopté ne connaît peut-être pas son origine ethnique, n'est-ce pas? J'ai regardé l'agence d'adoption répertoriée, et cela ne correspondait pas. Mon cœur s'est serré un peu, mais quelque chose ne l'a pas laissé me décourager, alors j'ai envoyé quelques messages au profil. Je n'arrêtais pas de vérifier si j'avais reçu une réponse. J'ai regardé le profil encore et encore, essayant de trouver une réponse. J'ai prié Dieu que quelqu'un réponde. J'ai même commencé à me décourager, mais, le jour de son anniversaire, j'ai réalisé qu'il y avait une adresse indiquée. J'avais déjà cherché l'agence d'adoption sur Google, sans réel espoir, mais je me suis dit, c'est peut-être l'adresse de l'agence d'adoption, peut-être que je peux les appeler ou leur envoyer un email. Alors, je l'ai googlé, et au lieu d'une entreprise, une maison a surgi. Une belle maison à 2 étages entourée d'arbres avec une large allée. C'était l'adresse réelle où il a grandi. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais que s'il n'avait pas été vendu, je pourrais écrire une lettre et la poster. L'adresse était en Virginie, donc conduire là-bas était assez loin du Texas, mais je n'ai pas dit non à cette possibilité. C'était un début, mais quelque chose n'arrêtait pas de me tirer le cerveau. Le nom sur le profil, Daniel Smith, ressemblait à un pseudonyme. Mais quelque chose m'a dit de le rechercher sur Facebook. Ainsi, à 23h le jour du 33e anniversaire de mon fils, j'ai mis son nom et son emplacement et j'ai appuyé sur la recherche. Il a dressé un profil. La photo de profil était celle d'un jeune homme noir au teint clair, grand, un peu mince, entouré de 3 enfants. Je l'ai étudié et j'ai pensé qu'il pourrait être mon fils, mais je n'en étais pas sûre. Le profil n'avait pas d'anniversaire répertorié, j'ai donc fait défiler la page à la recherche d'une indication qu'il s'agissait de mon fils. Je suis arrivée à une photo d'un jeune homme vêtu d'un manteau épais, prenant un selfie dans la neige. Les yeux qui me fixaient étaient les miens. Les lèvres étaient celles de son père. Je l'ai su instantanément. J'ai trouvé mon fils. J'ai continué à faire défiler pour un peu plus de confirmation et suis tombée sur un message d'anniversaire de l'année précédente. La date était le 29 mars. C'était tout ce dont j'avais besoin.
Mon cœur était dans ma gorge et j'ai pleuré des larmes de pure joie en lui envoyant un rapide message privé. « Joyeux anniversaire, disait-il, je suis ta mère biologique. » Je ne sais pas comment le dire autrement sans le laisser échapper. Je vous prie de répondre. Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. Il était 23h23. J'ai prié pour que la réponse soit bonne. Quand je me suis réveillée, j'ai vérifié s'il avait vu le message, mais il ne l'avait pas vu. J'ai envoyé un message plus long en espérant qu'il le verrait. Peut-être qu'il pensait que c'était du spam ou qu'il ne l'avait tout simplement pas vu du tout. J'espérais qu'il n'avait pas choisi de ne pas répondre. J'ai essayé de rester optimiste. Après 2 jours sans réponse, j'ai envoyé à sa petite amie une demande d'amis et un message. « J'espère que vous voyez ça », a-t-il dit, « je suis la mère biologique de Daniel. » Et à 11h le 31 mars, sa petite amie a accepté ma demande d'amis et a répondu à mon message. Waouh, oui, je le lui ferai savoir. J'ai vérifié mon téléphone toutes les 2 minutes. Il est probablement au travail, pensais-je. Peut-être qu'il n'est pas sûr de vouloir répondre. Les pensées s'emballant et le cœur presque affolé, j'ai attendu, et finalement, à 15h10 le 31 mars, j'ai reçu un message de Daniel. « Salut. Je ne sais pas où commencer. J'adorerais vous parler. » Mon cœur a explosé. Mon fils voulait me parler. Je n'ai pas pu appeler tout de suite, mais nous avons échangé des messages. Je lui ai demandé s'il voulait voir des photos de son père. « Est-il vivant ?» demanda Daniel. « Je suis vraiment désolée mais, non, ai-je tapé. Il a été tué en 1992. C'était pourtant une lumière. Je ne peux pas vraiment expliquer les émotions, alors je sais que cela doit être 10 fois plus accablant pour vous. Merci d'avoir répondu. J'avais tellement peur que tu ne le fasses pas, dis-je. Définition de lol écrasant. Je suis désolée d'avoir été bref. Je ressens Dieu en ce moment, a-t-il répondu. Nous avons tellement de choses à dire, 33 ans, ai-je répondu. J'ai toujours eu peur qu'il m'en veut de l'avoir abandonné. Voudrait-il seulement savoir pourquoi il a été placé en adoption, puis me laisser hors de sa vie de toute façon? Me détesterait-il? Je craignais le pire, mais son message suivant a répondu à toutes ces questions. C'est presque comme un rêve. Il y a 1 million de choses que je veux dire, et en même temps, je ne trouve pas les mots. Sache juste que je t'aime. Je n'ai jamais été en colère contre toi. J'ai poussé un soupir de soulagement et sangloté de larmes de gratitude. Il m'aimait, malgré les circonstances. C'était à mon tour de ressentir Dieu. Quand mon téléphone a sonné, j'ai su que c'était Daniel. Je n'ai pas pu répondre assez vite. « Bonjour », ai-je dit, et là, a répondu Daniel. C'était la voix de mon fils. Mon petit garçon était à l'autre bout du fil. Il était incroyablement compréhensif et déjà si plein d'amour pour moi, je pensais presque que c'était trop beau pour être vrai, mais ce n'était pas le cas. Nous avons parlé pendant près de 3 heures et le lien a été instantané. Il a parlé de toujours vouloir écrire un livre, et moi aussi j'ai toujours parlé d'en écrire un. Il voulait être un mentor, et je me considérais aussi comme un mentor dans mes rôles de manager. Nous avons parlé de notre amour commun pour la Lune, et je lui ai dit que j'avais une affinité pour les arbres. Il m'a dit qu'il travaillait avec des arbres. C'était fou pour nous deux, mais c'était aussi complètement naturel. Il me ressemblait tellement que cela semblait magique. Notre connexion était incroyable. J'ai eu tant de questions. Avez-vous eu une bonne enfance? J'ai demandé. Il a répondu, je ne peux pas dire que c'était bon, mais je ne peux pas non plus dire que c'était mauvais. Cela a fait de moi ce que je suis et je suis fière de qui cela m'a fait. Il a dit qu'il savait qu'un jour il me trouverait. Il en avait parlé à ses amis depuis l'enfance, et même à travers les périodes douloureuses de sa vie, il est resté optimiste. J'ai senti son énergie à travers le téléphone. Il me ressemblait tellement qu'il semblait impossible qu'il n'ait pas été élevé par moi. Je me suis demandé, comment puis-je être plus bénie que je ne le suis déjà? Mes filles et leurs enfants étaient tout pour moi, et maintenant non seulement ils avaient un grand frère, mais leurs enfants avaient un oncle et 3 nouveaux cousins. Daniel était réceptif à tout cela.
En parlant pendant des heures chaque jour, j'ai rapidement appris que mon fils avait une vie mouvementée, mais son cœur était grand et sa vie était un livre ouvert qui n'attendait que d'ajouter les chapitres comprenant moi, ma mère, ses sœurs et ses nièces et neveux. Quand j'ai dit à mes filles que j'avais trouvé leur frère, elles étaient tellement excitées. Ils m'ont demandé où il habitait, s'il avait des enfants et pour voir toutes les photos que je pouvais trouver. Ils l'ont tous ajouté sur Facebook, et bien que leur conversation ait été plus courte que les nôtres, ils voulaient le rencontrer bientôt. Les plans pour que Daniel vienne au Texas avaient déjà commencé. Nous avons compté les jours. Le 29 avril, exactement un mois après son 33e anniversaire, Daniel est venu au Texas pour la première fois depuis sa naissance. L'attente à l'aéroport était presque trop forte et j'étais tellement excitée que je pouvais à peine rester immobile. Quand j'ai finalement vu mon fils marcher vers moi, tout ce que j'ai pu faire était de danser et de tenir mes bras ouverts. Le premier câlin de Daniel était différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. Mon cœur s'est rempli et a débordé. Je n'arrive pas à croire que tu sois enfin là, dis-je sans cesse à son oreille. Tout ce qu'il pouvait faire était de rire dans sa barbe. Le moment l'avait rendu sans voix et c'est compréhensible. Mon fils était à la maison. Les 6 jours suivants ont été remplis de famille, de nourriture et de tout l'amour que nous pouvions lui donner. Mes filles, leurs hommes et leurs enfants ont embrassé Daniel de toutes les manières. Daniel a tout absorbé. Il y a eu des moments où nous avons pleuré des larmes de joie et parlé à quel point la présence de Sydney pouvait être ressentie. Je lui ai remis des lettres que son père m'avait envoyées lors de mon séjour à l'agence d'adoption et des notes qui m'avaient été données pendant les années où nous étions ensemble. Je voulais qu'il lise l'amour de Sydney pour moi et pour Daniel avant sa naissance. Je voulais lui donner un morceau de son père à rapporter en Virginie avec lui. Il méritait au moins cela. Quand Daniel retourna en Virginie, il fut difficile de le laisser partir. Nous nous sommes embrassés pendant des minutes et il m'a embrassé sur le front avant de prendre sa valise et d'entrer dans l'aéroport. En le regardant s'éloigner, je n'avais que de la fierté dans mon cœur et le sentiment de la présence de Dieu. Daniel partait, mais il ne l'était pas. C'était juste le commencement. Trouver mon fils a changé ma vie. L'effusion d'amour des amis et de la famille et même des amis Facebook a été si positive et motivante. Nous prévoyons tous les deux des choses impliquant notre voyage à plus grande échelle. Nous voulons le partager avec le monde. Nous voulons inspirer l'espoir et diffuser un message d'amour. Avec le recul, je sais que Dieu avait un objectif plus important pour notre voyage, et j'espère que d'autres adoptés et parents biologiques pourront trouver le courage de faire le grand saut pour retrouver leur famille. Cela pourrait changer toute votre existence. Les possibilités sont infinies. Donnez de la beauté et de la force aux autres. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille.